Bonjour à tous. Moi, je suis virologue également, parce que vous venez d'entendre le professeur Vabré vous parler du SARS-CoV-2. Mon job dans les prochaines minutes, c'est de vous décliner un petit peu les outils du diagnostic biologique qui sont à notre disposition actuellement, parce qu'évidemment, c'est des choses qui évoluent extrêmement vite. Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, juste pour le plaisir de vous remontrer cette charmante bestiole qui nous occupe depuis des mois. Et voici le premier point extrêmement important et sur lequel on va baser toute notre stratégie diagnostique, et donc qui correspond à la cinétique des marqueurs virologiques et sérologiques dans l'infection à SARS-CoV-2. Donc les traits pleins correspondent à la PCR. Donc vous voyez qu'en fonction des types de prélèvements, on va avoir une PCR qui est positive plus ou moins longtemps. Elle commence à être positive dans les prélèvements respiratoires une semaine avant les signes cliniques. Et puis, voilà, cette PCR a une durée variable. Vous voyez qu'il y a un prélèvement alternatif qui peut être intéressant, pour lequel il y a une extraction un peu plus longue, qui sont les selles ici en jaune. Et puis, classiquement, entre 1 à 2 semaines après le début des signes cliniques, eh bien, on va avoir l'apparition des anticorps. Alors, de façon un petit peu étonnante et logique, il y a une apparition simultanée des G et des M. Physiologiquement, ce n'est pas cohérent. C'est lié actuellement aux performances des réactifs à notre disposition et au fait que voilà, on les détecte conjointement, mais vraisemblablement comme d'habitude que les M apparaissent avant les G in vivo. Donc vous voyez que pendant les 3 semaines qui vont suivre les signes cliniques, la PCR est vraisemblablement positive, qu'il y a un chevauchement avec l'apparition des anticorps, et donc qu'il peut être intéressant de mettre en œuvre les 2 stratégies diagnostiques quand on est un petit peu à distance des signes cliniques, parce qu'on risque d'avoir une PCR faiblement positive, ou voire qui commence à être négative, mais déjà l'apparition des anticorps. Et puis bien sûr, au-delà d'un mois après les signes cliniques, la PCR va être le plus souvent négative et le diagnostic pourra se faire uniquement sur la sérologie. Alors, on va décliner ensemble tous les outils qu'on a à notre disposition pour le diagnostic direct, bien sûr la PCR que vous connaissez bien, les prélèvements alternatifs aux prélèvements nasopharyngés et les techniques alternatives qui sont à notre disposition. Et puis, dans un second temps, on parlera de diagnostic indirect et de sérologie, et également décliner tous les outils qui sont à notre disposition. Alors, je reviens une seconde sur le prélèvement. Je pense que maintenant, tout le monde sait ce qu'un prélèvement nasopharyngé, même dans les cours de récré. Les enfants savent qui a déjà eu un petit écouvillon dans le nez. Alors, ce n'est pas dans le nez, enfin, ça passe par le nez, mais je vous rappelle, c'est un prélèvement nasopharyngé, c'est le nasopharynx qu'il faut aller prélever. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que la qualité de ce prélèvement conditionne aussi la performance des analyses qu'on va faire derrière. Pour cela, au départ, évidemment, on avait les dispositifs habituels pour la virologie. Actuellement, avec toutes les ruptures de stock, il circule un nombre de dispositifs assez impressionnant. Certains ne sont pas du tout adaptés au diagnostic ou à la PCR SARS-CoV. Si vous avez un doute, il faut bien sûr contacter le laboratoire. Si vous n'arrivez pas à avoir la réponse, au final, il va être plus prudent tout simplement de prendre un écouvillon floqué neutre et de le décharger dans 1 millilitre de sérum physiologique. C'est le plan B dont on se sert quand même régulièrement à l'hôpital dès qu'il y a une rupture de stock de ces dispositifs. Un écouvillon floqué parce que effectivement le revêtement permet de gratter un peu la muqueuse du nasopharynx et de récupérer les cellules où sont le virus. Donc la détection du génome, donc c'est la technique de référence pour la détection des virus respiratoires. Classiquement, la sensibilité, elle a été largement décrite, elle est de l'ordre de 60 à 80%. Alors pourquoi elle n'est pas de 100% alors que la PCR est très performante? Plusieurs explications. Le mauvais prélèvement, on n'a pas été gratouiller le nasopharynx, mais on s'est arrêté trop vite parce que le patient éventuellement s'est reculé ou parce qu'on n'a pas osé. Bon, je pense que maintenant, les gens sont quand même bien formés, donc on a moins de soucis qu'au début de l'épidémie. Il y a de réels cas où le virus est d'emblée dans les voies respiratoires basses, et d'ailleurs, ce sont des patients en général plus graves pour lesquels on va faire le diagnostic dans un liquide broncho-alvéolaire, par exemple. Et puis, il y a les mutants. Alors là, on en a pas mal entendu parler ces dernières semaines. Le mutant, par exemple, du Royaume-Uni,
qui met en défaut certaines techniques de PCR, pas toutes, enfin une minorité d'ailleurs, mais il y a quelques techniques de PCR qui du coup ne détectent pas ou moins bien ce mutant. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement classique en virologie dont on a l'habitude, et d'ailleurs, en général, les amorces sont choisies dans des régions hautement conservées hein, pour éviter ce problème de mutant. Le problème du SARS-CoV-2, c'est que c'est un virus quand même très récent, donc on ne savait pas exactement quelle était sa capacité à muter dans certaines zones quand même essentielles, comme les zones d'accrochage, enfin, certaines protéines. Donc, c'est quelque chose auquel on est sensibilisé, qu'on connaît et qu'on est capable de réagir assez rapidement, et notamment en combinant les techniques, parce qu'en général, les techniques n'ont pas choisi exactement les mêmes zones pour leurs amorces. Voilà. Alors, il y a quantité de kits commerciaux. La liste est valable sur le lien que je vous ai indiqué ici. Et puis, parfois, vous avez peut-être été surpris, parfois, vous avez une réponse, vous avez un CT, parfois. Donc, CT pour Cycle Threshold, c'est-à-dire le cycle auquel on a détecté la cible virale. Des fois, vous avez plusieurs CT parce que certaines techniques vont avoir combiné plusieurs régions pour une meilleure sensibilité, justement. Alors, l'intérêt de la PCR en temps réel, bien sûr, c'est automatisable, c'est à très haut débit. Donc, classiquement, c'est quelques heures, mais actuellement, on a des techniques qui sont quand même beaucoup plus rapides. Au débit, ça signifie que dans une journée de 8 heures, avec les techniques qu'on a actuellement au laboratoire, on peut sortir entre 300 et 500 résultats en 8 heures. Et puis, le risque de contamination minime, enfin voilà, les trucs habituels de la PCR. Et puis, ce qui va être intéressant, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans les années à venir, c'est les détections en multiplex. Alors, on a déjà des techniques qui détectent un certain nombre de virus, dont le SARS-CoV-2 en multiplex. C'est vrai qu'on se préparait là à avoir des techniques multiplex, notamment avec la grippe, mais bon, la grippe a décidé d'être très discrète cette année, et c'est pas plus mal, mais elle reviendra, et donc on pourra détecter simultanément la grippe, le VRS et le SARS-CoV-2 très prochainement avec le même prélèvement dans le même puits, voilà, avec un seul réactif. Une PCR positive, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que parce que la PCR est positive, le patient est toujours contagieux? Est-ce qu'il excrète toujours du virus infectieux? Alors pour cela, parce qu'effectivement, ce qu'on détecte en PCR, c'est de l'ARN. Pour cela, donc, il y a plusieurs équipes qui ont regardé chez les patients qui avaient donc des PCR positives, quels étaient ceux qui avaient du virus infectieux. C'est-à-dire quels étaient les patients qui crachaient du virus, qui étaient capables de propager l'infection en culture cellulaire. On voit bien, donc, ça représentait en bleu hein, les cultures positives, c'est-à-dire le virus excrété vivant et donc potentiellement infectieux. Alors, on voit que très clairement, évidemment, on excrète du virus infectieux bien avant les signes cliniques, hein, c'est la zone jaune-orangée là, et que majoritairement, le virus est infectieux dans les 15-20 premiers jours qui suivent le début qui suivent les signes cliniques. Hein. Ensuite, sur ces PCR tardives, on se rend compte que les CT sont faibles en plus. Hein, vous voyez, le CT il est inversement proportionnel à la charge virale. Plus le CT est élevé, plus la charge virale est faible. Donc, ces CT ils sont plutôt faibles et a priori, ici, le virus n'est plus cultivable, donc il n'est plus infectieux. Alors, tout ça, ça va prendre avec réserve parce que la culture, c'est quand même pas très aisé. Il y a quand même des contraintes techniques qui font que ce n'est pas d'une sensibilité optimale. Donc, il y a probablement des points noirs ici qui devraient être bleus. Et notamment ici, on a quand même du mal à comprendre que des virus excrétés dans les tout premiers temps de l'infection ne soient pas infectieux. Probablement que là, il y a eu un problème sur la culture. Mais enfin, globalement, on voit bien qu'au-delà de 20 jours, il n'y a plus de virus infectieux, en tout cas, qui soient excrétés par ces patients. Alors, en combinant les différents papiers, globalement, la durée médiane de virus excrété infectieux est de 4 à 8 jours, avec un range qui va en gros jusqu'à 20 jours. Donc, suite à ça, l'ASFM a émis des recommandations. Alors, ce que les gens ont plus retenu, c'est évidemment ce CT de 33 qui dit que si le CT est inférieur à 33, la présence d'ARN viral détecté est compatible avec une excrétion virale significative et donc potentiellement infectieuse, que lorsque le CT est supérieur à 33, cet ARN est probablement un résidu du virus qui n'est plus infectieux.
Comme d'habitude, on n'a pas lu, enfin la majorité des gens n'ont pas lu les petites lignes. C'est que ce CT de 33, il était avec la technique CNR et il était à adapter en fonction de la trousse utilisée. D'accord ? Donc, il ne faut pas prendre ce CT de 33 pour argent comptant. Il faut contacter le laboratoire qui a réalisé l'analyse pour savoir, lui, où il situe à peu près son seuil. Et à titre d'exemple, nous, actuellement, au laboratoire, on l'a situé aux environs d'un CT de 36. Hein, donc, ça peut quand même varier d'un laboratoire à l'autre. Donc, il faut se renseigner et il ne faut pas prendre pour argent comptant ce 33 comme étant un seuil absolu. Et vous l'avez vu également, ça reste une probabilité d'une excrétion significative ou pas. Hein, ce n'est pas non plus 0 ou 1. Si on parle des prélèvements alternatifs maintenant, évidemment plus simple, moins douloureux que le prélèvement nasopharyngé, on a pensé au prélèvement oropharyngé et au crachat. Alors, clairement, le prélèvement oropharyngé, c'est mauvais. Vous voyez, c'est ici en blanc. Vous avez en rouge la référence qui est le prélèvement nasopharyngé. En revanche, la salive, ça a l'air plutôt pas mal. Attention, toutefois, il y a quand même des contraintes, des conditions de recueil de cette salive, hein, notamment le fait de ne pas s'être alimenté dans l'heure qui précède le prélèvement, et puis il y en a d'autres. Mais bon, moyennant ces conditions, la salive est effectivement un prélèvement recevable. Et la SFM, donc la Société française de microbiologie, a émis des recommandations qui disent que le prélèvement salivaire est possible chez les patients symptomatiques dans les moins de 5 jours qui suivent le début des symptômes, s'il y a une contre-indication médicale au prélèvement nasopharyngé. Et s'il y a contre-indication médicale au prélèvement nasopharyngé. La SFM a également retenu le prélèvement oropharyngé dans les situations suivantes, c'est-à-dire moins de 7 jours chez un patient symptomatique, la contre-indication au prélèvement nasopharyngé ou le refus, mais uniquement chez les enfants de plus de 6 ans. Et à nouveau, mais c'est comme le prélèvement nasopharyngé, attention à la qualité du prélèvement qui conditionne la qualité de nos examens derrière. Les techniques alternatives, il y en a deux, c'est notamment donc, la RT-LAMP ou l'antigène. Ces techniques permettent de décentraliser, de sortir les petits automates, ou en tout cas les dispositifs diagnostiques, de les sortir des laboratoires, éventuellement de les placer dans les laboratoires de garde, voire dans les services d'urgence en période de forte prévalence. Ils permettent de rendre un résultat en moins de 30 minutes. C'est moins cher que la PCR, c'est plus simple à manipuler. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que ça ? Parce qu'évidemment, il y a des inconvénients. L'inconvénient, c'est la sensibilité qui est quand même moins bonne. Le fait que vous ne pouvez obtenir qu'un résultat qualitatif, donc là, vous ne pouvez plus vous fier au CT pour savoir si éventuellement on est en début ou fin d'infection. Et ce n'est pas dû au débit. Hein. C'est-à-dire que les 500 PCR qu'un laboratoire peut vous faire dans la journée, vous n'allez pas faire dans un service d'urgence ou même dans un labo de garde 500 RT-LAMP ou 500 tests antigéniques, ça c'est très clair. Alors voilà, la RT-LAMP par exemple, c'est des tout petits automates qui ont une très bonne sensibilité pour les CT. Il y a une faute de frappe que je vais modifier. Pour les CT inférieurs à 32-33, ce qui est finalement un petit peu ce qu'on recherche. C'est une excellente spécificité. En fait, c'est de la PCR, mais à température constante. Donc, on gagne du temps. Vous savez que dans la PCR, on doit varier les températures. Là, la température est constante. Du coup, c'est comme ça qu'on gagne du temps. Toutefois, on passe les prélèvements qu'un par un. Hein, donc, ça, ce n'est pas utilisable, bien sûr, à grande échelle. Et puis, les tests antigéniques, vous en avez déjà vu pour la grippe, pour le VRS ou pour le streptocoque, par exemple. Donc, ça se prend soit sous forme de tests immunochromatographiques, soit éventuellement sous forme de tests automatisés au laboratoire. Le souci, c'est qu'actuellement, sur ces tests rapides, il y a plus de 50 kits disponibles, donc il faut pouvoir s'y retrouver un petit peu là-dedans. Ce n'est pas évident. Les performances sont extrêmement variables. Et donc, vous voyez, là, par exemple, il y en avait 3 qui avaient été testés. Ils avaient des performances de l'ordre de 60% par rapport à la PCR, qui elle-même n'a pas une sensibilité de 100%. Donc, finalement, voilà, c'est vraiment pas idéal. Alors, toutefois, l'HAS est favorable à leur utilisation et leur remboursement, uniquement sur le prélèvement nasopharyngé, parce qu'on ne va pas additionner un défaut de sensibilité sur un défaut de sensibilité. Donc, on prend le prélèvement de référence qui est le prélèvement nasopharyngé. Des patients symptomatiques depuis moins de 4 jours, parce que c'est là qu'on a les charges virales les plus élevées. Souvenez-vous de ma première diapo, hein, on ne peut pas s'amuser à faire ça.
sur des patients symptomatiques depuis plus d'une semaine qui auraient des CT faibles et donc probablement un test antigénique négatif, faussement négatif. Mais la HAS, quand même, retient ces tests pour les personnes contacts ou isolées ou au sein de clusters. Et vous voyez que là, c'est l'European Center for Disease Prevention Control qui requiert que la sensibilité et la spécificité de ces tests soient au minimum de 80 et 90% vis-à-vis de la PCR. Et sur le marché, sont en vente des tas de tests qui ne remplissent pas ces conditions. Alors, le paradoxe un petit peu virologique, c'est que les anticorps, eux, ils vont apparaître bien avant que l'infection soit résolue. À partir de J10, J12, vous voyez, 90% des patients ont des anticorps détectables, mais cette séroconversion ne s'accompagne pas immédiatement d'élimination virale, mais d'un déclin progressif de cette charge virale. Donc, la réponse anticorps, elle ne suffit pas en elle-même à éliminer le virus. Quoi qu'il en soit, on a quand même pas mal d'outils pour la sérologie. Donc, à nouveau, notre beau virus, et parce que, pour vous montrer qu'on peut faire des outils sérologiques contre différentes cibles. Les cibles des protéines externes, des protéines internes du virus. On va également faire des sérologies avec différents isotypes, les IgM, les IgG. Et qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme outil? Eh bien, il y a les tests rapides, qui sont des tests unitaires. On peut réaliser très vite, réalisable au lit du malade, et leur avantage principal, c'est effectivement on peut les faire sur 100 capillaires, donc la prise d'essai minime, et il n'y a pas besoin d'une ponction veineuse. Et puis, il y a les tests traditionnels ELISA, qu'ils soient manuels ou automatisés, donc à haut débit, où on peut faire une centaine de sérologies par heure. Là, évidemment, c'est uniquement au laboratoire et c'est après ponction veineuse. Cette sérologie, elle est indiquée soit dans le diagnostic initial des patients symptomatiques pour lesquels on a tous les signes, éventuellement même une imagerie, mais que la PCR est négative, mais plus particulièrement pour le diagnostic de rattrapage, éventuellement, des patients symptomatiques avec une PCR qui n'aurait pas été faite. Et puis également, quand vous vous retrouvez avec des patients symptomatiques et des CT faibles, des CT élevés plutôt, qui indiquent des charges virales faibles, eh bien, une sérologie peut aider également à savoir si on est plutôt en fin d'infection ou pas. Donc, ça va plutôt être un diagnostic à distance. On n'est pas dans le... C'est pas un outil qu'on va utiliser d'emblée pour les patients qui se présentent avec des signes cliniques. Alors, les performances de la sérologie, les critères de performance attendus par le CNR et la Haute Autorité de Santé sont au moins 98% de spécificité et au moins 90%, 90-95% de sensibilité. Alors, je vous montrerai les résultats d'une étude qui a été menée dans les hôpitaux parisiens où on a testé une trentaine de réactifs de sérologie il y a quelques mois. Vous avez en grisé ici les tests rapides et à droite les tests automatisés. Et donc, je vous montre en premier la spécificité. Vous voyez d'emblée qu'il y a énormément de tests qui ne remplissent pas les critères de spécificité attendus par la HAS. Et quand on regarde la sensibilité, eh bien, de même, il y a une majorité finalement de réactifs, en particulier les tests rapides d'ailleurs, qui ne répondent pas aux critères de sensibilité dictés par la HAS et le CNR. Et au final, dans cette étude qui a été faite dans les laboratoires de virologie de l'assistance publique, on a évalué 30 réactifs sur plus de 4500 prélèvements et on a retenu que 4 tests rapides et 3 ELISA qui étaient conformes aux spécificités attendues. Donc, il y a vraiment une offre, comme pour les tests antigéniques d'ailleurs, une offre considérable, mais des performances extrêmement variables. Et donc, il faut bien s'assurer des performances des réactifs qu'on va utiliser. Et puis, je terminerai ce topo avec des anticorps neutralisants. Ce n'est pas le tout de savoir si on a des anticorps, mais évidemment, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils soient neutralisants, c'est-à-dire qu'ils soient capables de neutraliser la propagation de l'infection, neutraliser le virus, qui ne puisse plus être infectieux. Actuellement, les sérologies qu'on utilisait jusqu'au mois de décembre me permettaient juste de dire si on avait des anticorps ou pas, mais pas nécessairement s'ils étaient neutralisants. Il faut savoir malgré tout que
On sait que les anticorps avec activité neutralisante apparaissent très rapidement également après le début des symptômes et que leur titre est corrélé au titre d'IgG total. Alors, évidemment, pour savoir si un anticorps est protecteur à long terme, il faut du recul. Pour le SARS-CoV-2, on n'a pas de recul. Enfin, maintenant, on a 9 mois de recul. C'est quand même pas énorme. Donc, cette diapo, c'était juste pour vous montrer, c'était l'exemple du SARS-CoV-1 sur un recul de 2 ans, 2 ans et demi. Il avait été montré que les anticorps neutralisants, donc c'est les triangles rouges, vous voyez, persistent suffisamment longtemps, en tout cas 750 jours après l'infection, ils étaient encore présents à un titre assez semblable d'ailleurs au titre d'anticorps total. Donc disons qu'a priori, on n'avait pas de raison de penser qu'on allait perdre plus ou moins vite nos anticorps neutralisants vis-à-vis du SARS-CoV-2. Concernant le SARS-CoV-2, donc les études commencent à sortir, mais évidemment avec un recul beaucoup plus faible, seulement sur 3 mois. Et ce qui est observé, c'est qu'effectivement, et malheureusement, chez 60% des individus, à 3 mois, le titre d'anticorps neutralisant est significativement plus faible, voire n'est plus détectable. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'est plus protégée. Ça, pour l'instant, on n'a pas cette réponse. Mais en tout cas, cette réponse anticorps neutralisante n'est plus détectable, ou moins détectable. Alors, comment est-ce qu'on fait un test de neutralisation? Classiquement, c'est assez fastidieux, mais en fait, on met le sérum du patient sur une culture virale et on regarde si ce sérum, sans même comprendre d'ailleurs comment et pourquoi et par quel type d'anticorps ça marche, on regarde si ce sérum est capable d'inhiber la propagation de l'infection virale in vitro. Donc, ces tests sont évidemment fastidieux, besoin d'une culture cellulaire, d'un P3. On ne cultive pas le SARS-CoV-2 sur le coin de sa fenêtre, évidemment, donc il faut un P3, et le délai de réponse est assez long, et bien sûr, on ne peut pas faire énormément de sérologie à la chaîne. Et donc, ce qui est en train de sortir là actuellement, ce sont des réactifs pour lesquels, en fait, il a été identifié les antigènes responsables de la synthèse des anticorps neutralisants, et des réactifs spécifiques ou en ELISA standard, mais qui vont détecter uniquement ces anticorps neutralisants. Donc, vous voyez ici l'ensemble de la protéine. On va identifier les sites antigéniques qui sont neutralisants et ne détecter que ces anticorps neutralisants. Donc, ça, c'est des réactifs qui sont en train de sortir là actuellement, que l'on commence à utiliser et qui vont être particulièrement intéressants, notamment pour savoir si, par exemple, une personne infectée est candidate à la vaccination. Bien évidemment, si elle n'a plus d'anticorps neutralisants, on va plutôt être tenté de dire oui. Et en tout cas, actuellement, la recommandation, c'est plutôt oui. Alors que si elle a encore des anticorps neutralisants, c'est peut-être pas utile. Voilà, donc ça, c'est des résultats qu'on va avoir dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc pour conclure, on a évidemment énormément de données, des publications très très nombreuses. Il faut quand même rester prudent sur le fait qu'on a encore peu de recul sur cette infection. Garder un esprit critique sur le nombre de tests disponibles et leur performance, le respect indispensable des indications des différents types de prélèvements et différents tests pour optimiser leur performance. Ça, maintenant, je pense que tout le monde a bien acquis que la présence d'anticorps confirme l'exposition, mais elle ne garantit ni la protection ni l'absence de contagiosité. Et donc là, la piste actuelle, c'est de développer des tests qui permettraient d'avoir une connaissance, une approche plus fine de l'activité neutralisante des anticorps chez un patient. Voilà, je vous remercie de votre